L'objectif est de lancer l'appel à projet 2024. On va vous faire un rapide état d'avancement du programme parce qu'il ne démarre pas cette année. Depuis 2021, on embarque des projets et des établissements dans le programme SMS numérique. On reviendra précisément sur la campagne de SMS numérique de l'année 2024, présenter les spécificités de cette année. Et on reviendra sur comment candidater sur le programme SMS numérique sur cette année 2024, en fonction des typologies de projets. Et puis, on aura aussi un partage de Monsieur Guéret de l'URIOPS sur leur expérience dans le cadre de ce programme. Voilà. Donc, si tu veux passer sur les suivantes, s'il te plaît. Donc, le programme SMS numérique, son état d'avancement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à ce jour plus de 2000 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes embarqués dans le programme SMS numérique. Il y en a 1912 qui sont dans des projets régionaux. 81, c'est le nombre de projets accompagnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'écart, c'est des établissements qui sont dans des projets multirégionaux ou des projets nationaux. Et l'ensemble de ces projets, de ces structures sont accompagnés par une triptyque composée du collectif SIE-SMS, qui est une émanation d'organismes gestionnaires, de fédérations qui rejoignent les établissements médico-sociaux de la région. Notre grade, qui est le GCS SARA, qui accompagne l'ensemble des porteurs dans le suivi de leurs projets, dans la mise en place des services socles, et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui a tout le suivi administratif et financier de ce programme. Donc, on peut voir sur le graphique que je vous ai mis une répartition entre secteurs d'activité qui est hétérogène en fonction des départements, mais les volants de PA et PH sont bien représentés, ainsi que le domicile, car c'est sur ces trois secteurs d'activité où on a un objectif d'embarquer à horizon de fin du programme, j'allais dire la quasi-totalité des établissements qui ont les objectifs sont d'embarquer 98% de ces structures vers la mise en place d'un DUI interopérable. Sur la diapo suivante, on voit l'état d'avancement des projets. Alors, il ne faut pas s'alarmer sur la partie basse qui est en rouge, le rouge étant toujours alarmant, mais c'est des projets qui ont été retenus sur 2023, donc il est normal que ces projets ayant été notifiés soient en cours de démarrage. Et on constate aussi par ailleurs, alors on ne le voit pas très clairement, mais il y a un seul projet qui en est à date sur des usages qui ont été atteints. Donc cette diapo nous montre qu'on a encore du travail pour faire que l'ensemble des 80 projets engagés puissent aboutir vers l'aboutissement du projet qui porte à atteindre les cibles d'usage, mais on y reviendra plus tard dans la présentation. Voilà un petit peu sur le rappel d'avancement qui est très macro que je voulais vous faire sur notre programme pour, en un mot, vous montrer que il y a déjà eu beaucoup de travail engagé et que nous allons continuer ensemble sur 2024. Voilà pour ce rappel, tu peux avancer s'il Alors juste, te plaît. on a dans la conversation, il y a des gens qui nous entendent pas. Je pense que si c'est le cas, il faut essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter parce que a priori le son, fonctionne bien pour la plupart d'entre nous. Je peux essayer de parler plus fort et plus distinctement, mais
Je veux Alors, dire par écrit du coup? sur, pour l'année 2024, je vous ai donné quelques éléments clés, sur l'appel à projet 2024. L'enveloppe dévolue à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour cette année est de 9 418 000 euros. On est sensiblement dans les mêmes montants que les années précédentes, à savoir que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grosse région en, en enveloppe, euh, parce que c'est lié au nombre de SMS qu'il y a d'enregistrés dans la région. Donc on est la première région de France en termes d'enveloppe, aussi en termes de SMS embarqués. L'appel à projet dont on parle, il est. Alors, il y a un appel à projet régional qui est lancé depuis le début depuis la semaine dernière, mais cet appel à projet il est ouvert pour les projets régionaux jusqu'au 15 septembre. Et pour les projets multirégionaux, c'est-à-dire si vous déposez des projets qui embarquent des établissements d'autres régions que celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez jusqu'au 1er juin pour déposer vos dossiers de candidature. Et cette date du 1er juin, c'est la même pour les projets nationaux qui doivent être aussi déposés à la date du 1er juin. Les projets nationaux, ils ont la spécificité d'embarquer plus de 50 établissements sur une ou plusieurs régions. Les multirégionaux, ils sont inférieurs à 50 établissements. Il y aura aussi 2 jalons de décision de l'ARS pour embarquer des établissements. Il y en aura un qui sera en juin, suite au premier cut-off du 1er juin, et un autre qui aura lieu en septembre, vers la fin du mois de septembre, pour sélectionner les projets du millésime 2024. L'ensemble des projets déposés doivent comporter entre 15 et 49 ESMS. Au-dessus, à partir de 50 ESMS, ça rentre dans le cadre de l'appel à projet national. Et le champ d'action des ESMS qui sont éligibles pour répondre au programme ESMS numérique, c'est l'ensemble des ESMS de l'article L312-1 du Code de la santé publique. Tous les établissements du champ social et médico-social. Alors, les financements allouables dans le cadre de l'appel à projet. Alors, on distingue 2 catégories de SMS. C'est ceux qui, d'une part, n'ont pas encore de DUI et d'autre part, ceux qui ont déjà un DUI. La première catégorie, ceux qui n'ont pas encore de DUI, bénéficient d'une subvention d'un montant de 14 000 euros pour s'équiper avec une solution référencée Ségur. Ça, c'est les coûts d'acquisition de la solution logicielle. Et ils bénéficient d'autre part d'une subvention de 7 000 euros. C'est ce qu'on appelle la part de subvention sur l'atteinte des cibles d'usage, qui est conditionnée, cette subvention, à l'atteinte des cibles d'usage que l'on verra ensuite, qui sont clairement définies dans le programme. Donc ces 2 premiers volants de financement correspondent à des ESMS qui n'ont pas de DUI à ce jour. La deuxième colonne, c'est les établissements qui ont un DUI déjà installé à date, qui est fonctionnel et qui souhaitent le faire évoluer vers le référencement Ségur. Ces établissements bénéficient d'une subvention sur l'atteinte des cibles d'usage de 5 000 euros. Donc c'est un peu moindre parce que la marche à gravir
pour les professionnels qui vont utiliser le logiciel est moins importante que s'ils installent un nouveau logiciel. Et la mise à jour de leur solution DUI, elle est financée par le dispositif SONS, c'est-à-dire qu'ils passent un bon de commande qui va leur permettre de financer l'évolution de leur logiciel vers une version qui est référencée Ségur. Et donc ça se fait par l'intermédiaire d'un bon de commande SONS auprès de son éditeur de solution qui est déjà installé. Ces bons de commande SONS, que ce soit en tout état de cause, ils doivent être passés auprès de son fournisseur de solutions de DUI avant le 28 février 2024. Après cette date, il n'y aura plus de financement de la mise à jour du DUI par le dispositif SONS. C'est-à-dire que le financement de la mise à jour du DUI sera à charge de l'ESMS à compter du 28 février 2024. Et ensuite, le troisième versant de financement qui s'applique aux deux premiers, c'est des financements dits spécifiques qui s'appliquent aux organismes gestionnaires dits de petite taille, c'est-à-dire qui sont d'un nombre de finesse géographiques rattachés à leur finesse juridique inférieur à 15 ESMS. Donc, dans ce cas-là, les ESMS sont éligibles à un financement pour s'équiper en matériel et en équipement qui permettent de faire fonctionner la solution DUI. Donc, à partir de 2024, le montant maximum de la subvention pour le matériel est de 10 000 euros. Jusqu'à présent, c'était 20 000 euros, mais on demandait déjà aux porteurs de projets de nous fournir des devis, d'avoir un chiffrage le plus précis possible de leurs besoins en équipement. Jusqu'en 2023, c'était 20 000 euros le montant maximum, mais il y avait très peu de projets et d'établissements qui demandaient cette somme. Et aussi, s'ils demandaient 20 000 euros, ils étaient très peu à avoir cette subvention accordée, car on regardait la juste dépense pour l'acquisition de matériel. Par ailleurs, pour les petits organismes gestionnaires, il y a un autre levier qui est le financement pour un montant de 100K euros maximum pour financer une AMOA qui accompagne et qui sécurise le projet de la grappe. Donc ça, c'est un autre levier de financement. Voilà, si tu peux passer sur la suivante, s'il te plaît. Donc, ces financements, ils sont versés en deux temps. Un premier temps, après la notification de la sélection du projet, au moment de l'établissement de la convention avec l'ARS, donc pour permettre de démarrer le projet et d'engager les dépenses et de pouvoir les payer inhérentes à l'avancement du projet. Et la deuxième partie du financement qui est versée à l'issue finale du projet lorsque les cibles d'usage sont atteintes et que, bien entendu, avant d'atteindre les cibles d'usage, il faut que la vérification de service régulier ait été effectuée par les ESMS. Je vous mets sur la droite les différentes cibles d'usage avec sur des valeurs cibles pour la MSS et NDMP de 70% des dossiers qui est une mesure sur la période de 3 mois après la date de VSR. Et ensuite, vous avez des cibles d'utilisation du DUI qui doivent être à 90% de ces dossiers doivent être actifs, 90% doivent avoir un projet personnalisé et les dossiers actifs doivent avoir des événements pour 90% pardon, des usagers.
Il y a deux temporalités un petit peu différentes pour les deux typologies de projets. Une montée de version s'entend sur un délai de mise en œuvre de 9 mois et pour une acquisition, le délai doit être de 18 mois. Ces temporalités sont indicatives pour la bonne durée d'un projet. Voilà pour la présentation générale du programme. Comment candidater? Du coup, la candidature, ça se passe sur une plateforme dématérialisée de la CNSA qui s'appelle Galis. Là, je ne vous ai pas remis les éléments techniques de cette plateforme, mais plutôt le déroulé de votre cheminement sur l'appel à projet SMS numérique. Donc d'abord, il faut se constituer une grappe de 15 établissements, déposer un projet auprès de l'ARS. Je vous ai remis les dates que j'avais présentées au début. Peut d'ores et déjà démarrer la réflexion de quelle solution on envisage d'acquérir. C'est une acquisition. La question ne se pose pas, c'est une mise en conformité. Ensuite, lorsque le projet est retenu par l'ARS, on conventionne, le projet se déroule et à l'issue du projet, à la fourniture de la preuve d'atteinte des cibles d'usage, le solde de la subvention est versé et le projet est terminé. Je vous ai remis dessous la période de l'appel à projet national qui est la différence entre un projet national et un projet régional ou multirégional, c'est le lieu où il est instruit. Un projet régional, il est instruit en région. Un projet multirégional, il est instruit par la région principale, qui est le lieu où le dépôt est déposé en lien avec les autres régions ARS. Et le projet national, il est instruit au niveau de la CNSA. Ensuite, pour votre dossier de candidature, très concrètement, je vous remets les principaux éléments à déposer dans l'outil, dans la plateforme Galis de la CNSA, sachant que tous les éléments sont bien entendu très détaillés dans l'appel à projet qui est disponible sur le site de l'ARS. Donc, ce qui est demandé, c'est d'élaborer une évaluation, un audit technique et fonctionnel, d'avoir une visibilité des structures qui souhaitent s'embarquer dans l'appel à projet, que vous fassiez au niveau de chaque organisme gestionnaire le diagnostic de maturité, définir les modalités de la gestion du projet, avoir un planning, présenter vos intentions en termes d'atteinte de cibles d'usage sur les services socles, vous pencher sur le diagnostic cybersécurité en 13 questions, d'avoir une solution qui soit référencée Ségur. Et quand on se constitue en grappe de plusieurs organismes gestionnaires, il faut que chacun des organismes gestionnaires s'engage préalablement au dépôt à travers un courrier d'engagement et in fine, de toute façon, au moment du conventionnement, il faudra qu'il y ait un conventionnement entre les différents établissements, entre les différents organismes gestionnaires partis au projet. Voilà pour la présentation. Peut-être nous faire, pardon, je vais laisser la parole à Lionel pour qu'il puisse nous donner un petit peu les éléments sur leur. On peut peut-être faire un tour de questions, Mhm. s'il y en a par rapport à tout ce qui vient d'être présenté. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Par écrit éventuellement. Oui, on a une main levée de l'association ALOS. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Nous, actuellement, on a un DUI, mais il n'est pas référencé dans le dispositif son.
Du coup, est-ce qu'il est possible de candidater pour changer de logiciel du coup et afin qu'il soit référencé et compatible avec mon espace santé? Ouais, est-ce que tu veux répondre, Priscilla, ou Ah bah vas-y, tu étais bien lancée, je compléterai s'il Effectivement, faut. quand on parle de candidater sur un projet pour une acquisition de DUI, on entend par là acquisition d'une solution de DUI référencée. C'est-à-dire que si vous en avez un que vous souhaitez que vous changez de solution, c'est une acquisition d'un DUI référencé. Donc vous pouvez effectivement candidater et changer de solution si vous le souhaitez. D'accord, merci beaucoup. Et je ne sais pas si j'ai le temps de poser une deuxième question. Oui. Allez-y. Merci. Est-ce que du coup, il existe des méthodes pour qu'on constitue des grappes? Parce que c'est vrai que nous, on a une spécificité, on est un accueil de jour personnes âgées autonomes. Et du coup, voilà, il faudrait que la solution soit adaptée à notre métier. Et du coup, est-ce qu'on peut passer par l'URIOPS ou par le collectif ESSI pour essayer d'être en lien avec d'autres établissements? Oui, tout à fait. C'est des questions très légitimes. On va en parler justement juste après. Mais oui, oui, oui. Il y a des structures, entre guillemets, porteuses qui existent, qui permettent de porter les coopérations. Et on organise un atelier qu'on vous présentera tout à l'heure, qui est le 14 mars, si je ne dis pas de bêtises. On verra sur la slide. Justement, entre toutes les associations qui souhaiteraient s'engager, mais qui n'ont pas forcément le nombre suffisant d'établissements pour essayer de voir comment les regroupements peuvent être possibles. Oui. Et juste pour compléter la réponse de tout à l'heure, parce qu'elle n'était pas tout à fait vraie. Je connais votre structure, donc c'est pour ça que je vous ai répondu comme ça, mais il y a quand même des secteurs d'activité pour lesquels il n'y a pas vraiment de référencement Ségur. Si je prends par exemple un gestionnaire qui ne gérerait que, là Priscilla, je parle sous ton contrôle, mais qui ne gérerait que des CHRS par exemple, aujourd'hui il n'y a pas de couloir spécifique de référencement CHRS. Donc là, pour le coup, le projet pourrait financer une acquisition de logiciels qui n'est pas référencé Ségur. Est-ce que c'est bien le cas, Priscilla? Oui, c'est bien le cas. Enfin, on est en train de creuser comment ça va se matérialiser. Alors, c'est même plutôt Jean-Michel qui aurait pu répondre, mais avec la D'accord. CNSA pour voir comment, par rapport à l'instruction, ça se joue. Mais effectivement, sur le couloir AHI, on n'a pas aujourd'hui de référencement Ségur. Il n'y a pas de dossier de spécification de référencement qui a été ouvert. Donc, on sera sur de l'acquisition non référencée Ségur. Exactement. Laurence Malos? Je mets mon micro. Bonjour à tout le monde. Moi, je me questionnais par rapport aux objectifs cibles, donc DMP et la messagerie Mon Cisra. Lorsque vous venez d'en parler, lorsqu'on est par exemple dans de l'hébergement d'urgence, des choses comme ça, on n'a pas de professionnels de santé, on a que des travailleurs sociaux. Comment on atteint ces cibles? Parce que le DMP et Mon Cisra, c'est pas utilisé dans ces milieux-là. Alors, aujourd'hui, quand on parle donc c'est effectivement le nom, c'est de la messagerie sécurisée de santé et on parle de dossier médical partagé. Mais en fait, dans la sécurisation des échanges et des partages, d'informations, ça va concerner toutes les données, dites sensibles, relatives à la prise en charge des personnes que vous accompagnez. Donc en fait, des données qui sont déjà, personnelles, des données sociales, ce sont des données critiques qui doivent être D'accord. sécurisées Donc aujourd'hui. on généralise l'utilisation. Oui, en fait, toutes les données, c'est ça, qui sont relatives à la prise en charge de vos usagers, vous devez aujourd'hui les échanger de façon sécurisée, soit par messagerie, soit donc vous pouvez partager, les informations. On parle des projets personnalisés, on peut parler des grilles d'évaluation qui vont pouvoir être poussées dans le dossier médical partagé, qui a été ouvert donc depuis, je crois que ça fait maintenant 2 ans, hein, qui a une matrice de documents, sociaux et médico-sociaux qui est venue, s'ajouter à l'ensemble des documents médicaux qui étaient déjà accessibles pour les professionnels de santé. Donc on a bien, cette ouverture, des documents et dans le DMP et donc l'objectif du programme, c'est de travailler justement sur ces usages, de former les travailleurs sociaux à ces notions-là pour qu'ils puissent, derrière, échanger et partager de l'information de façon sécurisée.
D'accord. Et la formation, elle est prévue comment? Il y a un mouvement national? Il y a quoi? Alors en fait, dans le cadre de l'accompagnement qu'on porte, hein, au niveau régional, par rapport à ce programme SMS numérique, en fait, l'objectif, c'est de suivre les structures et de vous amener au fur et à mesure dans tous les prérequis, de vous amener les cas d'usage qu'on a pu identifier. Donc ça, par exemple, typiquement sur les cas d'usage, vous pouvez, d'ores et déjà retrouver sur le site, du GCS Sahara une bibliothèque de cas d'usage qui vous explique par secteur, enfin en tout cas pour tous ceux qui ont été travaillés jusque-là, une modélisation des échanges qui doivent passer par, messagerie sécurisée ou des documents qui peuvent être, ajoutés au dossier médical partagé. Donc en Mmh. fait, on vous accompagne, enfin, D'accord. c'est pas une formation à proprement parler. Nous, on va vous sensibiliser à ces sujets. Après, on vous accompagne dans l'enregistrement des professionnels et voilà, la façon de le déployer au sein de vos structures. Donc, on va dire que dans le cadre du projet SMS numérique, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est là à vos côtés. Mmh. OK. Merci. On a GEPI Conseil. Je suis désolée si je prononce mal. Daniel Naitali, GEPI Conseil. Et effectivement, nous, on est éditeurs. Enfin, disons que c'est Dirigami qui est porté par DIR-IPS, mais qu'on a développé ensemble. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que, comme on déploie dans des CHRS et dans l'insertion, finalement, on a adapté le logiciel Dirigami qui est effectivement référencé en M2 et en cours pour le M1. Enfin, ça vient d'être passé, mais on n'a pas encore le résultat. Et on a adapté, donc c'est-à-dire par exemple, on développe des modules complémentaires qui vont avec par rapport à la gestion du budget, à la gestion des logements, des choses comme ça. Enfin, disons qu'on s'appuie sur ce qui existe, mais on paramètre en fonction vraiment de la nécessité de l'établissement, des besoins de l'établissement. Je ne sais pas si vous suis clair. Si, si, c'est très clair. Et donc, c'est vrai qu'on ne s'était pas beaucoup lancé parce que c'était DIR-IPS qui portait surtout cet aspect de communication. Mais finalement, comme on a eu à déployer chez des clients, maintenant on a envie de développer, bon, notamment des grappes, puisque pour l'instant on en est plutôt à un nombre, à des structures qui n'ont pas des grands nombres de. Mais alors je voulais savoir justement, est-ce que les CHRS, donc du coup, sont éligibles, enfin les services d'insertion, parce que plus largement, hein, sont éligibles à la candidature, enfin, peuvent acquérir dans ce cadre-là aussi. Oui, effectivement, ça me permet du coup, je rebondis dessus pour corriger une petite coquille qu'il y avait dans le diaporama. C'est bien l'ensemble des établissements qui sont listés au 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. On avait parlé du CSP tout à l'heure. Donc tous les établissements considérés comme ESMS au sens du Code de l'action sociale et des familles, donc y compris les CHRS. Ça n'inclurait pas, par exemple, par contre, des établissements d'urgence qui seraient sous subvention. Donc on parle bien des établissements SMS. D'accord. Ok. Merci. On va peut-être prendre une dernière question, puis on avancera. On prendra le reste des questions à la fin de la présentation. Du coup, je laisse alors je vois pas en entier l'association. Renaître, je suppose. Renaître, oui. Ça doit être ça. Oui, bonjour, Jérôme Lacassane, directeur de l'association Renaître à Saint-Étienne. En fait, vous avez déjà répondu en grande partie à mes interrogations parce que moi, je suis directeur d'une association dans le champ AHI, donc que du CHRS ou de l'hébergement d'urgence. Donc, en fait, ma question, c'était de savoir si on pouvait rentrer dans le SMS numérique. Donc, ça, la réponse est oui. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de couloir et de référencement du coup de logiciels qui n'étaient pas encore bien avancés. Et du coup, la question que je me posais en termes de stratégie, c'est est-ce qu'il faut commencer à est-ce qu'il faut candidater dès cette année et du coup trouver des partenaires pour les constitutions des grappes, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu et est-ce qu'il y aura encore des appels à projets en 2025, ce qui permettrait peut-être qu'il y ait des référencements donc de logiciels plus spécifiquement adaptés à notre secteur, qui soient faites, je suppose, par
par le niveau national durant l'année 2024. Donc, est-ce qu'il vaut mieux commencer dès maintenant ou attendre encore un petit peu? Alors Jean-Michel, je te laisserai me corriger Ouais. si c'est pas bon, mais j'allais dire sur le secteur AHI, nous, de la visibilité qu'on en a priori, il y aura pas de référencement parce qu'en fait, le national a jugé que c'était pas, sur ce qu'ils ont appelé le MS3, qu'il n'y avait pas de volonté d'aller lister ces fonctionnalités et de les enregistrer dans la partie, Ségur. Donc, je dirais que pour la présentation de votre projet, il y aura un nouvel appel à projet en 2025, parce qu'on est là sur celui de 2024, il y en aura un autre. Donc, je dirais que ça dépend plutôt de la maturité que vous avez aujourd'hui, de la définition de vos besoins, donc du cahier des charges que vous allez pouvoir écrire sur le logiciel que vous souhaitez mettre en place. Mais l'argument du fait de reporter en 2025 ne doit pas être celui de on attend un référencement, parce qu'a priori, il n'y aura pas de travaux complémentaires qui seront apportés par le national sur ce sujet. Merci. C'était bon, Jean-Michel? Ouais, rien à rajouter, tout à fait juste. Eh ben, je vous propose qu'on avance, que c'est déjà 12h33. Oui, moi j'ai essayé d'être succinct. Oui, on voulait faire un retour d'expérience un petit peu justement sur ce travail de dépôt de dossier. Alors dans un contexte un peu particulier, il est vrai, parce que nous, on propose une structure qui est porteuse, donc qui permet, comme son nom l'indique, de porter juridiquement et puis de façon très opérationnelle des projets de coopération entre différents organismes. Donc sur 2022-2023, on a 8 projets de GRAP donc, qui sont en cours. Ils sont gérés sur toute la région et même mais très à la marge sur du multirégional. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'était revenir avec vous surtout, donc tu peux passer la slide suivante, c'était sur quelques points d'attention à bien avoir en tête. Alors ça peut paraître des fois un peu bateau ce que je vais vous dire, mais pour s'engager dans cette démarche-là, un des premiers points à vérifier quand même de votre côté, c'est aussi, on l'a vu, il faut réunir si possible, autour de 15 numéros finesse à minima pour déposer un projet, pour se mettre ensemble pour répondre à l'appel à projet. Et en particulier, quand on va dans les ESMS qui sont plutôt de compétences exclusives, départements ou DETS, etc., le répertoire finesse qui se permet de comptabiliser le nombre d'établissements dans les projets et de les valider, les financements, est pas toujours à jour. Par expérience, je peux vous le dire que même très souvent, ça ne l'est pas. Donc, vérifiez voilà, la mise à jour de votre répertoire. En parallèle, vous pouvez quand même déposer avec des numéros en attente, il n'y a pas de souci, mais il va falloir effectivement faire ces mises à jour-là en parallèle. C'est important, et puis pour avoir exactement le nombre de numéros finesse qui seront intégrés à vos projets. Également, dites-vous que c'est des projets qui prennent du temps à partir du moment où on dépose et le moment où on finit de déployer, ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Et si vous avez des projets, par exemple, si vous déposez cette année, que vous avez des ouvertures en 2025, posez-vous la question, est-ce que je l'intègre ou pas à mon projet? Voilà, donc ça c'est des choses en amont qu'il faut effectivement bien avoir en tête. Et puis, une fois qu'on a réussi à se regrouper et à déposer un dossier, il va falloir se mettre d'accord sur qui sera le porteur pour l'ensemble des membres de la GRAP auprès de l'ARS. Donc, ça veut dire se mettre d'accord sur la façon de prendre les décisions, donc la comitologie, quel va être tout le processus de décision au sein de la GRAP, comment est-ce qu'on va l'officialiser, ce processus de décision-là, la coopération, comment on va le garantir, est-ce que c'est juste une convention, est-ce qu'on passe par la constitution d'une structure dédiée, et puis derrière, comment va s'animer un petit peu tout ce processus de décision, et puis de gestion des fonds de la subvention aussi, et du rendu compte derrière. Parce que, on l'a dit, elle est versée en 2 fois. 50% à la convention, 50% à la fin sur atteinte des cibles d'usage, ce qui veut dire que possiblement, et c'est même sûr, en cours de projet, il y a quand même des besoins de trésorerie. Voilà, on ne va pas vous verser la subvention en amont qui va financer la totalité du projet sans avoir besoin de sortir de trésorerie. Il y aura des besoins de trésorerie au niveau de la GRAP, donc il va falloir discuter entre vous de comment est-ce que vous gérez ces questions-là. Et
Pour vous aider justement à constituer les grappes et à se réunir à 15, j'en parlais, on fait des web ateliers avec le collectif SI de la région et le GCS Sarah. Et le prochain, on le verra sur la slide d'après, c'est le 14 mars. Vous pouvez déjà le noter pour essayer de voir avec qui est-ce que vous pourriez éventuellement vous rapprocher. Voilà. Ensuite, les autres petits points rapidement d'attention à commencer à réfléchir dans vos structures. En interne, commencez d'identifier un petit peu les personnes qui vont être associées au projet, d'essayer de repérer les compétences que vous avez ou les appétences de certaines personnes dans vos effectifs ou les expériences qu'ils pourraient avoir, et que ce serait bien de commencer à mobiliser sur cette question-là, de bien s'assurer surtout de l'appui et de la participation des directions. Il faut vraiment que c'est un gros projet quand même, hein, donc il faut qu'il y ait une dynamique qui soit impulsée, soutenue par la direction. Ça veut dire les sensibiliser, bien valider leur appui pour l'ensemble du projet. Oui, parce qu'effectivement, c'est un projet qui peut être même très structurant pour certains. Hein. L'utilisation du DUI en soi, quand on passe du papier au DUI, ça va quand même changer pas mal de choses. Mais aussi, on en parlait tout à l'heure avec les CHRS, etc., ça va être de trouver les usages liés au DMP, la messagerie sécurisée, puis à l'ensemble des outils entre guillemets de l'e-santé, parce que l'objectif, Priscilla l'a dit tout à l'heure, hein, de toute cette transformation-là, c'est quand même d'arriver à sécuriser un maximum l'ensemble des données, les échanges, de rendre les différents outils interopérables entre eux, etc. Mais pas que sur de la donnée de santé, on est vraiment sur les données sensibles des personnes. On échange tous par nos mails, par nos Gmail, etc. des documents, enfin des informations qui peuvent être à caractère nominatif, avec un numéro de sécu, avec des adresses, enfin des éléments personnels parfois sensibles, des projets personnalisés, etc. C'est comment on sécurise ça, comment on utilise les outils qui sont mis en place dans cette transformation pour sécuriser tout ça. Donc ça veut dire s'informer un petit peu en amont des attendus. On a parlé des cibles, mais voilà, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous derrière au quotidien. Voilà, pas une obligation de tout anticiper, de tout prévoir, mais essayer d'avoir quand même un minimum de conscience de ce que ça implique, parce que quand vous allez déposer le projet, vous allez vous engager sur un planning de déploiement qui peut bouger bien sûr, mais quand même on a un timing assez serré qu'il faut respecter, et il faut essayer d'estimer un petit peu quand même la charge de travail que ça va impliquer pour vous, pour vos équipes. À quel moment de l'année est-ce que je peux ou pas me mettre dans le déploiement? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais si vous avez une évaluation, plus vous devez revoir votre projet d'établissement, plus vous avez un gros plan de formation dans les 6 premiers mois de l'année 2025, est-ce que vous allez vraiment pouvoir en même temps gérer un déploiement de DUI? C'est peut-être pas sûr. Voilà, donc c'est ces questions-là qu'il faut aussi se poser pour connaître vos contraintes en amont, et du coup, voilà, avec les autres de la grappe, s'organiser au mieux sur le planning possible pour votre projet. Voilà. Et puis, pour vous informer, comme vous le faites là, n'hésitez pas à vous appuyer sur tous les partenaires que vous pouvez avoir. On a parlé le GRA, le GCS Sarah, l'ARS, il y a un collectif SI avec l'ensemble des fédérations. Vous pouvez vous rapprocher de vos fédérations aussi pour avoir un peu plus d'éléments, ou visionner des webinaires de l'Agence du numérique en santé sur les différents outils socles pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on attend de vous. Voilà, allez regarder, Priscilla en a parlé, des bibliothèques de cas d'usage pour se donner un petit peu des exemples concrets d'utilisation, etc. Donc c'est important au moment où on se pose la question de candidater à cet appel à projet, de se renseigner là-dessus pour justement pour estimer un petit peu tout ça. Voilà. Et puis pour trouver des partenaires, donc on organise avec le collectif SI le 14 mars, donc de 10h à 12h, un atelier donc pour mettre ensemble, vous faire que vous puissiez vous présenter. Quel type de projet est-ce que vous souhaitez? Où est-ce que vous en êtes? Quel est votre secteur d'activité? Comment est-ce que vous voyez les choses? Voilà. Si vous souhaitez être porteur d'une grappe ou pas, enfin voilà. Tout ce type de questions-là qu'on va essayer de travailler. Est-ce que ça doit être territorial, régional? Enfin voilà. Essayez de vous faire travailler pour voir des dossiers de coopération qui pourraient émerger. Donc vous aurez le support à la suite du webinaire, et n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller vous inscrire.
Voilà. J'espère que c'était assez rapide. On va pouvoir reprendre peut-être 2-3 questions. Je ne sais pas, Priscilla, si on a quand même 1 ou 2 minutes. Oui, je pense que c'est bon. Faci, il y a des questions? Oui. Je Il y vois a Madame Malos avec une main levée. Oui, je voulais dire tout à l'heure, par rapport au cahier des charges de nos besoins, il y en a déjà eu de fait. Il y a un cahier des charges sur le DU de la protection de l'enfance et normalement doit sortir un cahier des charges sur hébergement insertion. Là, celui sur hébergement insertion, en fait, il y avait un pré-projet en fait de publication de cahier des charges qui date de 2022, mais en gros, il a été abandonné. Et sur le DSR 1, la vague 1, en fait, il n'y aura pas de publication de ce cahier des charges pour que les éditeurs puissent candidater au référencement. Je répète un peu différemment ce que disait Priscilla tout à l'heure. Sur la vague 2, en fait, il y aura sans aucun doute un référencement, mais donc le cahier des charges national n'a pas été publié en fait donc Oui, mais moi, aujourd'hui. le jour, j'étais sur j'étais sur le site, je sais plus, ça devait être la CNSA ou je sais pas quoi. Il était dit qu'il était toujours en attente pour début 2025, ce cahier des charges. Oui, mais oui, bah, du coup, ça sera dans le cadre du DSR2 sur 2025. D'accord. Oui, mais ça veut dire qu'il faut peut-être mieux l'attendre quand même pour répondre à la question tout à l'heure de Renaître, plutôt que de se lancer dans la recherche d'un logiciel ou d'un éditeur qui répondrait pas plus finalement au cahier des charges, quoi. Alors, effectivement, même s'il y a un cahier des charges sur le DSR niveau 2, on va dire, le temps que le référencement se fasse, il y aura de toute façon probablement pas ou quasiment pas d'éditeurs qui seront référencés en 2025 non plus. Hein. Oui, mais sans Donc, parler de référencement. mais oui, tout à fait. Et pour revenir sur les contenus des cahiers des charges, c'est effectivement des spécifications et des fonctionnalités de base du DUI qui sont nécessaires, qui sont obligatoires pour obtenir le référencement. Mais il y a sur tous les projets qu'on a pu voir et pu faire, le cahier des charges va bien au-delà, parce que vous avez tous des particularités, des choses à demander. Par exemple, sur le volet insertion, c'est sûr que sur l'hébergement, il va y avoir, j'espère, probablement une composante là-dessus spécifique, mais voilà, les besoins ne seront pas les mêmes entre un CHRS qui a juste entre guillemets un établissement d'internat, etc., quelqu'un qui a du diffus, quelqu'un qui fait de la VDL, quelqu'un qui a des mesures, ou de l'IML plutôt. Ça va être vraiment les besoins. Ce ne seront pas les mêmes, donc il va falloir le préciser, le compléter. Il y aura de toute façon une étude de besoin à faire pour avoir un cahier des charges qui corresponde vraiment, vraiment à vos projets, quoi. Bah, d'autant plus quand on a différents domaines. Nous, on a par exemple 2 domaines. On a Tout à fait. protection d'enfance et hébergement insertion. Oui. Donc, ça va être compliqué de choisir le DIU. En fait, ce qu'il faut qu'on cherche, c'est un DIU, on est d'accord, qui répond à nos besoins. Bon, ça, on est en capacité, je pense, de les analyser. Mais du coup, qui soit compatible avec la messagerie Monsistra et le dossier médical partagé. C'est ça qu'il faut chercher. Si vous allez dans le programme SMS numérique, oui, il va falloir. De toute façon, si vous déposez un projet qui a au-delà de également des ça, établissements protection de l'enfance, il faudra que votre DUI soit référencé protection de l'enfance, je suppose, pour être éligible. Et il va falloir du coup choisir un éditeur qui soit sur les deux champs et qui propose aussi, il y en a qui font les deux, je vous le dis tout de suite, à la protection de l'enfance et qui vont aussi sur le champ CHRS. Mais après, voilà, certains sont plus ou moins développés, d'autres pas assez, certains ont travaillé telle ou telle composante, d'autres pas. Voilà. Donc il va falloir effectivement faire un cahier des charges, les auditionner et vraiment voir les solutions, les tester pour voir laquelle convient le mieux, quoi, à vous et à l'ensemble de la grappe. Oui, bien sûr. Ok, merci. Oui, l'association Renaître.
Je suis désolée, je complète effectivement ce que vient de dire Madame Malos, parce que du coup, il y a une question que je me pose aussi, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure des délais. C'est que sur notre secteur, qui est un peu à part, sur le secteur HI, non seulement il peut y avoir effectivement des liens, même si c'est pas forcément le lien le plus direct avec tous les outils santé, mais nous, on a aussi un outil qu'on utilise tous les jours, qui est un outil national, qui est le SI-SIAO. Ouais. Et il y a des données nominatives, et il ne faudrait pas qu'on soit obligé de saisir des données nominatives dans le SI et SIAO et d'autres données nominatives pour les mêmes personnes dans les futurs outils que Ségur. Et du coup, c'est pour ça que ma question est aussi de savoir si à quel moment, ou est-ce que c'est pensé, et à quel moment les outils vont faire le lien d'une part avec ce SI et SIAO et d'autre part avec les outils référencés Ségur. Et est-ce que ça va être fait? C'est la question de base. En tout cas, c'est une excellente question. Je vais laisser plutôt, je ne sais pas si Priscilla, tu as des éléments de Non, c'est vrai réponse. qu'on est un peu casse-pied, j'ai l'impression, avec Non, mais mes pas du collègues tout. du Non, et puis 63, c'est mais tout à fait vrai. on est un Et peu à pour part, être... en fait, le secteur, Non. et du coup, moi j'ai un peu l'impression que le train part et sans nous, quoi. Pour être totalement franc, il y a les questions qui se posent aussi, par exemple, sur la protection de l'enfance pour ceux qui sont en habilitation justice. Il y a les outils aussi de la PJJ. Enfin voilà. L'interopérabilité, j'arrive plus à parler. L'interopérabilité avec des outils, ça a été pensé au niveau autonomie avec via trajectoire, etc. Enfin, ça, en tout cas, c'est sur la table. Sur les autres outils spécifiques de l'ensemble des champs, voilà, je pense que au niveau de la DNS, ils en ont conscience. Parce qu'on leur a quand même dit. Maintenant, vu qu'il n'y aura pas de, enfin, je sais pas Priscilla, mais vu qu'il n'y aura pas de référencement spécifique, donc de dossier de spécification de référencement spécifique au champ CHRS pour l'instant, on ne pourra pas demander à ce que des éditeurs intègrent obligatoirement la communication avec le SIS-IAO, par exemple. Je ne sais même pas si c'est faisable d'ailleurs. Et voilà. Donc, ouais, j'avoue, c'est possiblement deux outils à gérer en parallèle. J'ai cru comprendre quand même, j'ai écouté un autre webinaire il n'y a pas longtemps d'Exem, je crois qu'il y avait quelqu'un de la direction stratégie numérique, c'est ça, je crois, ou direction d'administration centrale, qui disait qu'ils y réfléchissaient, mais voilà, c'était pas très au clair, mais enfin voilà, j'ai l'impression quand même qu'ils ont conscience de ça, donc c'est pour ça que ça serait bien qu'on ait des comment dire, pas des consignes, mais des informations suffisamment claires pour pas qu'on voilà, on investisse dans des logiciels et qu'à un moment donné, ils soient compatibles avec rien du tout, quoi. Oui, j'ai pas mieux en réponse, Janelle, mais voilà, en tout cas, on a bien noté le point, et puis je pense que c'est aussi, enfin, jusqu'ici, on avait très peu de structures de votre secteur. En fait, faut voir que le programme SMS numérique, il a été vraiment lancé sur PAPH domicile en première année, que la protection de l'enfance est plutôt arrivée l'année dernière, et que là, maintenant, on est en train de vous mobiliser, vos structures, de ce qui a été nommé MS3. Donc, on apprend en même temps que vous arrivez dans ces réunions, enfin voilà, qu'on arrive à vous mobiliser. Donc, on a bien noté le point, et puis on va voir avec le national comment eux, ils ont abordé le sujet aussi, enfin comment ça peut être traité pour que vous soyez bien satisfait du DUI que vous puissiez prendre, et qu'il y ait bien des travaux au niveau national qui sont mis en marche au niveau de l'interopérabilité. Merci. Dans la conversation, on avait une question sur la place des intervenants libéraux dans le DUI. Je ne sais pas si la question peut être... Ah, il n'y a pas de micro, donc ça va être compliqué. Je ne sais pas si la question, c'était de savoir est-ce que les libéraux, ils doivent avoir des comptes, enfin, si on est sur le sujet de la création des comptes et de l'intégration des professionnels libéraux dans le DUI.
Lionel, je ne sais pas si dans les retours d'expérience que tu as, toi, sur les grappes que vous avez, est-ce que c'est un sujet que vous traitez de comment on intègre les professionnels partenaires, entre guillemets, qui peuvent intervenir auprès des personnes accompagnées? On en a assez peu. Ça commence à se poser la question sur le secteur PA, là. Donc, l'approche est différente d'un établissement à l'autre, mais on a notamment Franck, que je vois là à l'écran, qui est là, qui suit aussi les projets peut-être d'un peu plus près, de manière opérationnelle. Mais on a, au niveau des EHPAD notamment, les questions qui se posent, oui, pour des intervenants libéraux. En fonction effectivement En des fonction de l'outil, en fonction sur le DEI déjà, et puis après l'utilisation de la MSS, généralement ils en ont une a priori. Donc ça va être l'accès éventuellement à la messagerie de l'établissement, mais Il y a plusieurs choses effectivement. Il y a l'accès en fait au DEI directement en tant que prescripteur, si c'est la question en fait qui est posée, c'est-à-dire en tant qu'intervenant intervenants libéraux, que ce soit des infirmières ou des médecins prescripteurs, il y a la possibilité effectivement de leur proposer un profil, ou en tout cas de créer en fait des profils d'utilisateurs qui soient ou pas à distance, et donc du coup ils peuvent avoir accès en fait au DEI. Après, effectivement, il y a toujours cette notion de cible d'usage qui est la messagerie sécurisée aussi en santé, le DMP et donc l'utilisation de la messagerie. Mais je pense que c'était plutôt la question était plus dans le tournée sur le DEI. fait du DEI et de pouvoir en fait être intervenant, enfin intervenir dans le DEI. Donc oui, il y a la possibilité effectivement de créer un profil et de travailler sur le DEI à distance en tant que médecin généraliste par exemple ou infirmière. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Donc c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes de précision? Après, comme je le disais, n'hésitez pas à vous rapprocher soit des équipes du programme SMS numérique ou de votre fédération pour avoir un peu plus d'informations. Et puis le 14 mars, je le redis, l'atelier pour la constitution de grappe. Et donc là, on vous enverra le support qui a été présenté ce jour, que vous pourrez également retrouver sur le site de l'ARS, donc dans la rubrique Midi du collectif, avec le replay de cette session. Merci à tous, merci Lionel et Jean-Michel pour votre présentation aussi.